Salut les amis, me voici de retour pour vous parler à nouveau de Wicca, toujours de Kat Tiernan, le tome 3, donc toujours des tomes qui sont regroupés par 3, qui s'appelle L'Appel. J'ai eu un peu de mal à retrouver le titre, j'étais en mode l'éveil, non c'est pas ça. Bon, l'appel c'est pas très loin, la Sainte Pelle, l'appel à tarte, l'appel ce que vous voulez. J'avais bien envie de le lire en ce moment parce que aujourd'hui ça va, je me sens mieux, mais il y a 2 jours quand j'ai commencé à lire, j'avais une grosse migraine, donc je me suis dit bon, on va faire simple. Et en plus c'est mon tome préféré, donc j'avais plus hâte de le lire que les 2 précédents. Résumé, on avait laissé Morgane alors que bon, elle sortait avec Hunter, donc le tracker, après que son histoire avec Cal se soit terminée par le fait que Cal s'est sacrifié pour éviter que sa mère la tue. Donc Morgane et Hunter ont battu Selene avec l'aide de Cal qui s'est sacrifié. Du coup, forcément, Morgane, elle va pas aller super bien moralement parce que tuer des gens, c'est pas son passe-temps préféré. Sa sœur, accessoirement, qui avait été enlevée par Selene, peut être un petit peu traumatisée et ça va créer un peu des brouilles entre elles. En gros, dans ce tome, ce qui se passe, c'est que au début, Morgane va faire un rêve dans lequel un louveteau est tué par une bande d'animaux parmi lesquels il y a un loup adulte, une belette, une vipère, un hibou, un faucon, je sais plus quoi, un chacal, plein d'animaux sauvages qui vont donc tuer un louveteau sur un autel sacrificiel. Hunter va se dire que c'est sûrement le coven, donc Amirante, le coven de quel Selene faisait partie, qui va sacrifier un enfant du coup d'un de ses membres, sachant que le chef de Amirante c'est le fameux Kiran qui était l'amant de Maeve, la mère de Morgane. Morgane avait vu dans son journal intime que sa mère donc avait eu une aventure avec ce Kiran alors qu'elle était supposée être avec Angus. Et elle comprenait pas trop ça, mais elle se disait bon, je devrais être indulgente parce que moi-même j'ai aimé Cal avant. Et je te ferai comprendre qu'elle aime un mec du côté obscur, mais bon, quand même, elle a trompé mon père, je suis un peu dégoûtée. Et donc, ce serait ce Kiran qui dirige le coven Amirante qui a des enfants et qui va potentiellement sacrifier un de ses enfants. Et comme c'est lui qui a tué sa mère et son père dans un incendie en mode je suis frustrée, je peux pas t'avoir donc je te brûle. Un peu comme ce que Cal allait lui faire à elle. Hein. C'est un truc apparemment courant chez les Woodban de brûler les gens qu'on aime quand on peut pas les avoir. Elle se dit, il va tuer un de ses enfants, c'est horrible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc elle veut aller enquêter là-dessus. En plus, Brie a son père qui habite à New York, je crois que c'est à New York que ça se passe. Et donc ils vont aller tous à New York pour enquêter sur cette histoire, avec Hunter évidemment, et Sky. Et puis probablement tout le monde, hein, Robbie... Je sais plus s'il y avait quelqu'un d'autre, mais Robbie maintenant qui sort avec Brie, donc il y va parce qu'il y a Brie. Il me semble qu'ils étaient 6, donc... Ah bah oui, il y a Sky et il y a Raven, du coup, la copine de Sky. Voilà, donc ils sont 6 parce qu'il y a Raven, j'avais oublié Raven. Donc voilà, comment ça commence. Évidemment, comme c'est toujours 3 tomes en 1, ça me perturbe toujours de vous dire le résumé du début de l'intrigue du premier, sachant qu'il y a d'autres intrigues dans les 2e et 3e, et que ça se ressent très bien, même s'il y a une... Pour le coup, je trouve qu'il y a une grosse continuité entre le premier et le deuxième. Le deuxième qui est évidemment mon préféré, mais les deux en fait, le premier et le deuxième, mais surtout le deuxième. Pour le coup, le troisième n'a rien à voir avec les 2 autres et c'est assez bizarre de terminer sur un truc un peu plat et où il se passe un peu rien et qui n'a pas vraiment de rapport avec les 2 grosses intrigues qui pour moi sont les meilleures de toute la saga, mais je suis subjective. Hein. Je peux comprendre Myosotis qui aimait Cal et qui du coup a préféré l'intrigue du début. Moi, je suis fan de Kiran, hein, je pense que je peux vous le dire, donc du coup c'était clairement ces 2-là mes préférés. Et après, ce sera plus jamais aussi bien. Pour moi, pour l'instant, on était vraiment dans un crescendo. Et là, le crescendo va s'arrêter au 2e de cette série de 3. Et après, ça sera toujours sympa, mais plus jamais génial. À part, il y en a, comme je vous disais, certains tomes qui vont parler de personnages du passé, qui vont être cool. Mais sinon, les trucs sur Morgane, ça va être plat à partir de maintenant, à mon sens. Parce que Morgane, voilà, je vous disais... Elle a un truc, c'est qu'à la fois, elle a envie d'être du bien et en même temps, elle tripe à mort sur la puissance. Dans cet homme-là, ça va se voir plus que jamais, et donc elle va être bien sur la limite entre le bien et le mal et compagnie dans cet homme-là, et après, elle va arrêter, malheureusement, pour moi. Histoire. On est toujours du point de vue de Morgane, avec toujours des petits chapitres du point de vue d'autres gens en début de chapitre, enfin des petites en-têtes, je sais pas comment on appelle ça, en début de chapitre. Donc dans le premier, ça va être Kiran, justement. Dans le deuxième, ça va être
Je me souviens plus comment il s'appelle, mais c'est un livre qui parle c'est le témoignage d'un moine qui parle des sorcières, du coup des Woodban en 1700 et des brouettes, et qui était apparemment un peu en kiff sur une sorcière, mais tout en s'en voulant, évidemment, parce qu'il considérait que c'était un péché, qu'il avait été envoûté, machin, donc voilà, il se flagelle et des conneries comme ça, en mode il faut que je l'oublie, elle m'a ensorcelé, c'est le mal. Et... Je n'ai pas trouvé ça très intéressant, c'est pour ça que j'ai mis énormément de temps à m'en rappeler. C'est un livre que Morgane va avoir parce que quelqu'un va lui donner et qu'elle va lire à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on l'a. Et dans le troisième, on va avoir Alysa, qui est une des membres de Kittic. Donc c'est une des membres qui était là, qui était dans Kittic avant que Kittic et Cyrus fusionnent. Parce que je vous rappelle qu'au début, Kittic c'était le coven de Sky, avec les anciens membres frustrés de Cyrus qui avaient dégagé pour des raisons X ou Y parce qu'ils s'entendaient plus avec les autres. Quand Cal a disparu, Sky avait proposé de fusionner Cyrus avec Kittic parce que sinon les deux covens étaient trop petits. Ils étaient 5 ou 6 dans chaque, et apparemment c'est mieux d'être une douzaine. Donc maintenant tout le monde fait partie de Kittic, et Alysa, donc c'était une fille que Morgane connaissait pas plus que ça, qui a apparemment une classe en dessous d'elle, elle est en seconde, et qui est une pote de sa sœur, et sinon qu'elle a l'air vachement timide, etc., et qu'elle connaît pas plus que ça. Et donc c'est un personnage qui va devenir important par la suite, et on a son point de vue en début de chapitre. On va commencer à la connaître dans la troisième partie du coup. Et on a ça en alternance avec encore un truc du passé, un témoignage d'une fille qui s'appelle Sarah Curtis, ou Curtis, je sais pas, j'ai pas regardé comment ça s'écrivait, qui parle de problèmes qu'elle a eu avec ses pouvoirs par rapport à un livre sombre, qu'on va aussi croiser dans cette partie-là. Le concept, alors, je pense que c'est de se demander comment rester du côté du bien quand on est quand même fasciné par la toute-puissance. Et comme je vous disais, si j'ai énormément tripé sur ces 2 premières parties de ce livre-là, c'est parce que ça parle énormément de recherche de puissance et compagnie, et que c'est quelque chose qui me parle énormément. Il y a un moment, une femme qui va parler à Morgane et qui lui dit si tu réussis cette épreuve, tu t'en sortiras grandi. Et Morgane lui demande ah oui, je deviendrai plus puissante qu'avant au niveau de mes pouvoirs magiques. Et elle lui fait ben non, je voulais dire t'en sortiras grandi moralement en fait. Et Morgane est en mode ah ok, tu vois, mais tout est comme ça en fait. Elle est vraiment dans une période où elle tripe sur sa puissance. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me parle. Et c'est quelque chose aussi, du coup, qui parle à tout le coven de Amirante. Et du coup, on va vraiment être dans cette problématique-là. Évidemment, quand on est dans ce délire-là, la question c'est jusqu'où on va aller, à quel point, entre guillemets, c'est vite fait de faire un pas de trop dans la mauvaise direction et qu'après, il n'y a pas forcément de retour possible. Donc voilà, le côté tentation de la puissance et tentation d'une espèce d'ivresse de puissance, quoi. Donc évidemment, l'ivresse, ce que ça a de dangereux, c'est qu'on n'est pas vigilant et on ne sait pas trop ce qu'on fait, et que du coup, c'est peut-être très agréable, mais après, on peut briser des choses auxquelles on tient. C'est complètement ça, le concept. Évidemment, des 2 premiers, je dirais, surtout du deuxième, évidemment, donc mon préféré. Le premier, c'est un peu un côté révélation, encore une fois, de choses sombres sur l'héroïne. Et le troisième, c'est un nouveau problème qui commence, et à la fin de cette partie-là, il n'y a rien qui est réglé, donc je comprends même pas comment ça se fait que ça s'arrête et qu'il y a juste ça. C'est vraiment un tome où il se passe vraiment rien, enfin... Déroulement de l'intrigue, je vous ai déjà un peu dit du coup, le premier, c'est vraiment... on va dans une nouvelle ville, on découvre des nouveaux personnages, y a un nouveau grand méchant, quelqu'un est menacé, il y a des ambiances assez sombres, des lieux, des gens assez sombres, et, voilà, nouvel environnement et compagnie. Donc on va croiser le nouveau méchant et ça va commencer assez fort sur le côté menaçant, etc., avec une révélation de Vlieudin à la fin. Et après, il va y avoir le côté on se rapproche de lui, on le connaît mieux, et tentation de passer du côté obscur, et voilà, finalement non, à mon grand regret. Et après la troisième partie, comme je vous disais, en mode retour au quotidien plus calme, mais avec plein de problèmes quand même, mais des problèmes de merde, enfin des problèmes du quotidien en fait. Les parents qui vont recommencer à vouloir l'envoyer dans un lycée catholique parce qu'elle a ses notes qui baissent parce qu'on lui a demandé beaucoup de choses, y compris dans les 2 tomes précédents. Elle a dû mettre vraiment sa vie entre parenthèses, Morgane, pour faire des trucs super importants, parce que sinon plein de gens qu'elle aimait étaient menacés, et il y a que elle qui pouvait le faire. Je peux pas trop vous dire pourquoi, parce que ça serait un peu un spoil, mais il y avait qu'elle qui pouvait le faire, donc il a vraiment fallu qu'elle mette sa vie entre parenthèses pour être à fond là-dedans. Et résultat, effectivement, la Wicca est passée en premier, et elle a fait n'importe quoi en classe, donc il y a ses parents qui pètent un câble à cause de ça et qui deviennent
extrêmement relou, restrictif et compagnie. En même temps, il y a une femme qui essaye de lui apprendre la magie défensive parce que elle a été confrontée à des trucs dangereux. Et il y a, comme je vous disais, Alysa qui arrive dans l'histoire et qui va être un nouveau personnage important. D'ailleurs, je sais pas si c'est Alysa ou Alisha, je veux dire Alysa parce que moi c'est comme ça que Joss le prononce, mais c'est vrai que j'ai regardé à l'époque. Il y a, je sais plus, 10 ans, quoi, j'ai regardé comment ça s'écrivait, mais j'ai oublié. Donc je suis désolée si elle s'appelle pas réellement Alysa, mais on va l'appeler Alysa pour des raisons de commodité. Personnage, bon. Il y a toujours Morgan, il y a toujours Hunter, il y a Kieran qui est le nouveau méchant des 2 premières parties. Il sera toujours présenté comme le grand méchant de la 3e partie, mais il fera jamais rien. Je préfère vous le dire parce que moi, j'étais en mode oh là là, c'était tellement génial les 2 premières parties, j'ai tellement hâte qu'il se passe d'autres choses par rapport à ça. Pour moi, c'était qu'un début, et je me disais ça va devenir de mieux en mieux, et en fait après non, c'est comme pour Cal, à partir du moment où il s'est enfui, après quand il repasse, c'est juste pour être ridicule, pitoyable et crever comme une merde. Donc ça va être la même chose pour Kieran exactement. Donc pour l'instant il est parti, mais il vaut mieux qu'il reste parti, parce qu'il ne fera plus jamais rien de bien. Je peux pas trop vous dire de choses sur Kieran sans spoiler, parce qu'au début on le connaît pas vraiment, et que c'est le dénouement de la première partie où on en sait plus sur lui. Et puis il y a beaucoup de teasing qui sont faits à propos de lui justement. Mais du coup, ouais, on va en savoir plus sur Amirante, sur qu'est-ce qu'ils font. Bah, de toute façon, ça, je pense que je peux vous le dire. Hein, vu que la vision du début, c'était que des animaux, et je vous avais déjà dit qu'il y avait un passage sur Selene qui avait dit qu'elle parlait à un mec qui se transformait en chacal, justement, dans son journal à elle. Et ben voilà, le coven d'Amirante, leur concept, c'est qu'ils se transforment tous en animaux. Ils tripent énormément là-dessus, mais je pense que c'est plus pour l'ivresse qu'autre chose. Je pense que c'est aussi comme les riches avec leur Rolex, en fait c'est une manière pour eux de parader avec leur pouvoir, parce qu'apparemment ils ont un pouvoir très puissant pour se transformer en animaux. En réalité, un animal, c'est pas si puissant que ça, je veux dire, un humain avec un flingue, c'est généralement plus puissant que les 96% des animaux, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ils tripent autant là-dessus, donc je pense que c'est ça doit être un truc de mec qui a des pouvoirs très puissants et qui tient à le montrer, et aussi pour l'ivresse, vu qu'apparemment ça a l'air extrêmement... kiffant de se transformer en animal et de vivre, enfin de ressentir le monde de manière ultra intense à travers des sens différents de nos sens habituels. Donc voilà, ça c'est le coven d'Amirante. Ils font pas que ça, évidemment, ils ont aussi fait des vagues noires, donc ils ont pris le pouvoir de plein de gens, ils ont tué plein de gens, et donc Morgan est assez choquée de se dire mais comment ma mère a pu aimer ce mec-là, c'est comme si elle avait aimé Hitler, voilà. Bon. On a la petite comparaison, hein, le petit point Godwin où on nous dit bah voilà, dans le monde des mortels, il y a Hitler, et dans le monde magique, il y a Kieran. Bon, ok. Donc je vous disais, il y a Raven et Sky qui sont ensemble, et qui vont avoir leurs problèmes de couple. Il va y avoir le fils, un des enfants de Kieran qu'on va découvrir, qui s'appelle Killian, qui va être un mec plutôt sympa, plutôt cool, que moi j'aime bien, mais qui fout un peu le bordel, qui fout un peu la merde, parce qu'il drague Raven, et du coup ça fait chier Sky. Il fout la merde entre les 2 filles. Oui, il a pas l'air de vraiment trop le faire exprès. Enfin, il s'en fout, hein. Très clairement, il s'en fout. Mais en tout cas, c'est pas son objectif de foutre la merde. C'est juste qu'il drague un peu les filles qui lui passent sous la main. Et il se la pète énormément avec ses pouvoirs aussi. Donc il fait des trucs que Hunter trouve irresponsables et qui lui plaisent pas trop. Mais bon. Enfin, il l'envoie pas trop chier parce que ils se disent qu'ils veulent le protéger et que pour l'instant, lui, il est pas encore complètement du côté obscur. On sait pas trop de quel côté il est, mais... Il nous dit assez rapidement qu'il n'est pas très fan de son père et qu'il n'est pas très proche de lui et que sa famille c'est compliqué. Donc on comprend quand même qu'il n'a pas l'air si maléfique que ça et que ça peut être intéressant de lui parler pour obtenir des infos. Donc ils essayent de se le garder dans la poche même si ils approuvent pas tout ce qu'il fait. Et Morgan le trouve spontanément sympa et elle l'aime bien, elle se sent bien avec lui. Il y a toujours aussi Bree et Robbie avec leur couple qui ont des problèmes de merde. Je crois que je peux le dire, hein, très sincèrement. Bree qui avait plein de mecs avant et qui les jetait et qui s'en foutait, et là comme Robbie c'est son amie et que du coup elle tient vraiment à lui, et ben du coup elle sait pas comment gérer, donc au début elle veut pas sortir avec lui parce qu'elle a peur entre guillemets d'avoir des sentiments, et après elle sort avec lui, elle commence à devenir jalouse, et comme elle s'est jamais comportée comme ça, Robbie il essaye de prendre ses distances avec elle parce qu'il se dit que ça la fera l'aimer plus, et donc elle croit qu'il l'a plaqué, donc elle se barre avec un autre mec tout en étant très malheureuse. Les deux ils font n'importe quoi et c'est un peu énervant et sans intérêt. Hunter et Morgan, ils vont pas trop mal, mais ils vont faire aussi des dramas, hein. Ils vont faire des je te quitte, je me remets avec toi, etc. Mais ça va parce que leur drama il dure pas trop longtemps. Et Hunter, il va aussi avoir des nouveaux... des espèces de flash où il a des news de son père qu'il a pas revu depuis plus de 10 ans, etc. Et donc il aimerait bien en savoir plus, mais il a peur que s'il le contacte, ça le rende détectable par les gens... maléfiques qui veulent le tuer. Donc voilà, il est un peu en train de psychoter sur qu'est-ce que sont devenus ses parents, est-ce qu'il pourra les revoir et compagnie.
Voilà à peu près où on en est. Je vous disais, on va voir des sorciers du conseil, on va en voir plus... Enfin, une, je pense, je sais pas si elle en fait partie, en tout cas une sorcière âgée expérimentée, et une sorcière du conseil aussi qui va demander de l'aide à Morgane. Apparence, tout ce que je pourrais avoir envie de vous dire, ce serait du spoil. Donc on va juste passer, je pense. Les persos qu'on connaissait déjà, on sait déjà comment ils sont. Je veux dire, Hunter, il est blond aux yeux verts. On n'arrête pas de nous dire à quel point il a l'air lumineux, angélique. Morgane, elle dit toujours qu'elle est quelconque, qu'elle a les yeux marrons et que voilà, elle a des cheveux, je crois un peu genre blond cendré, quelque chose comme ça. Enfin, même elle a tout le temps l'air de dire qu'ils sont quelconques, alors que bon. Je crois pas qu'elle soit si terrible que ça, mais c'est juste elle qui doute beaucoup d'elle-même, je pense. Et on nous dit toujours que sa sœur s'habille super bien et que c'est sa sœur qui lui dit à elle comment elle doit s'habiller. Raven qui est toujours gothique avec un tatouage de flamme autour de son nombril et un piercing. Sky aussi qui est blonde en mode lumineuse, etc. C'est comme Hunter au féminin. Les nouveaux persos, si je vous parle de leur physique, c'est potentiellement un peu spoilant. Personnalité... Comme je vous disais, Morgane, voilà, elle est dans son truc où elle a envie d'être puissante et en même temps de rester du bien. Hunter, il a ses problèmes avec ses parents, mais sinon il est amoureux de Morgane. Et il est assez simple, entre guillemets, dans ce sens-là. Il est toujours amoureux d'elle, il a toujours envie de la soutenir et il fait pas trop de torture mentale où on sait pas trop pourquoi les gens qui créent toujours des problèmes. Comme je vous disais, dans les deux autres couples, il va y en avoir sans arrêt des problèmes. Après, c'est quasiment tout ce qu'on sait d'eux, donc au moins ça les rend un peu plus vivants. Robbie, qui avait déjà fait chier Morgane parce qu'elle lui avait guéri son acné et qu'elle lui avait rendu une meilleure vue, il va se réengueuler avec elle parce qu'elle va faire une magie qui va le choquer devant lui. Parce qu'en gros, elle va manipuler quelqu'un devant lui. Je pense que ça, je vous le dis, même si je vous dis pas qui, je vous dis pas pourquoi. C'est intéressant, et au bout d'un moment, si je vous spoil plus rien, je peux plus rien dire. Elle va manipuler je sais plus si c'est un gars ou une fille d'ailleurs. Une fille, je crois. Enfin, c'est une personne qui leur fait visiter un appart parce que elle voulait revoir l'ancien appart de sa mère, quand elle avait vécu quelque temps à New York. Et donc ils se font passer pour un couple qui veulent emménager et donc ils visitent l'appartement. Et Morgane veut du temps dans une pièce parce qu'elle ressent qu'il y a un objet magique dans le plafond. Et donc elle veut aller fouiller. Donc elle demande à Robbie d'occuper la personne dans la pièce d'à côté. Mais elle fait un gros bruit en essayant d'escalader parce que elle est pas très douée, et donc la personne veut y aller et gueule en disant pourquoi vous avez fermé la porte, arrêtez ça, qu'est-ce que vous faites. Et donc Morgane lui jette un sort pour qu'elle oublie ce qui est en train de se passer et qu'elle recommence à parler comme si de rien n'était avec Robbie. Et donc Robbie sur le moment il joue son rôle et ensuite ils sortent et Morgane elle est ultra emballée en mode j'ai trouvé mon objet magique. Et Robbie là, il est en mode mais attends, qu'est-ce que tu lui as fait, si ça se trouve tu vas lui avoir bousillé la mémoire pour le reste de sa vie. Et Morgane elle est en mode non mais c'est bon, je sais très bien ce que j'ai fait, je me contrôle, t'inquiète, je lui ai juste fait oublier les quelques secondes où il y a eu du bruit, ça aura aucune conséquence. Et lui il fait mais t'en sais rien, tu sais pas du tout ce que tu fais, tu utilises la magie que depuis quelques mois et t'abuses complètement de tes pouvoirs, tu pourrais faire ça sur n'importe qui et ça se trouve tu m'as déjà fait oublier des choses, comment je pourrais le savoir, toi et moi on vit plus dans le même monde. Et du coup Morgane commence à se dire il a pas tout à fait tort, je comprends ce qu'il me dit, mais en même temps ça me fait trop mal et j'ai envie de rester amie avec lui parce qu'on a mis depuis tout petit. Et en même temps elle se sent rejetée, mise à distance et elle se dit il y a que des gens comme moi qui pourraient me comprendre, sous-entendu des Woodban en fait, parce qu'elle a bien conscience que ce qu'elle a fait, même Hunter serait probablement pas d'accord, c'est pas très loin d'être sombre, mais elle l'a fait dans des bonnes intentions et elle est persuadée que ça pose pas de problème. Et donc sur le moment elle se dit voilà, les gens sans pouvoir me comprennent pas, ils me craignent, ils me considèrent dangereuse, et donc est-ce que je peux encore être amie avec eux, est-ce que je peux encore être proche d'eux, je ne sais pas. Et au bout d'un moment, les gens qui me comprennent vraiment, ça serait potentiellement les gens avec la même puissance que moi, parce que sinon les autres vont tous râler. Et elle se sent seule par rapport à ça. Et je pense que c'est un élément important parce qu'il va y avoir plusieurs petits moments comme ça où elle va avoir l'impression qu'il y a que des Woodban qui pourraient la comprendre et qu'elle se sent seule avec sa puissance qu'elle a envie d'utiliser en fait. Évolution, du coup il va y avoir une grosse évolution de Morgane parce que comme je vous disais il y a plein de choses comme ça qui la poussent un peu du mauvais côté, qui lui font sentir que... même Hunter, comme je vous disais, Hunter qui est hyper pince sans rire et qui l'avait déjà engueulé quand elle avait dit qui sait par rapport à la météo, genre est-ce que j'y suis pour quelque chose. Et lui qui s'était énervé en mode on rigole pas avec ça, la magie tempestaire c'est sérieux, et ça va lui arriver à nouveau de s'énerver contre elle dans cet homme-là. Et au bout d'un moment elle se dit ils sont tous relous, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie. Et comme elle voit justement Killian qui lui fait n'importe quoi avec sa magie et qui fait des trucs qu'elle trouve cool, des trucs jolis quoi, il fait fleurir des fleurs
dans la mauvaise saison, où il fait tomber des étoiles du ciel, il fait apparaître des boules lumineuses qui explosent et qui font des feux d'artifice, ou des trucs, où justement, à un moment, il va le faire aussi sur la magie tempestaire pour décaler les nuages, pour refaire apparaître les étoiles dans la nuit, et pour que ce soit plus joli, on va dire. Donc il fait des trucs comme ça que Morgane trouve cool, et elle se dit, voilà ce que je pourrais faire finalement si j'étais pas entourée de gens qui me brident sans arrêt, quoi. Donc au départ, elle évolue un peu dans ce sens, et évidemment, comme je vous disais, au bout d'un moment, elle va se dire, non, je veux pas devenir maléfique, et je choisis le bien. Voilà, elle va se répéter cette phrase un peu en boucle, et ça me saoule. Mais du coup, c'est quand même une évolution, carrément. Les autres persos, par contre, je vous dis, je crois pas qu'on peut dire qu'ils évoluent beaucoup, parce que ils font un peu que stagner, tourner en rond. Bon, il y a des préparations paiement sur l'histoire d'Hunter pour le futur, vu qu'on sait que il se passe des trucs avec ses parents, il va devoir aller les chercher tôt ou tard, mais sinon, rien de spécial, quoi. Et même avec Alysa, on se rend bien compte que c'est des ouvertures d'intrigues futures, mais actuellement, il se passe pas des trucs de fou. L'univers et la créature, c'est notre monde avec la Wicca qui fonctionne, qui donne lieu à des vrais pouvoirs. Alors, je m'étais plaint dans le premier tome, je vous avais dit qu'il se passait pas du tout assez de trucs magiques et que ça faisait un peu locos, etc. C'est plus trop le cas dans cet tome-là, même si, comme je vous disais, il tripe énormément sur le fait de se transformer en animaux et à quel point il faut être ultra puissant pour faire ça. Et moi, je me dis, les gars, genre un mage qui se transforme en hibou, le hibou, tu lui tires une balle, il est mort, quoi. Donc au bout d'un moment, j'ai du mal à voir en quoi c'est si épique que ça, mais effectivement, ça les rend moins facilement repérables. Et dans certaines situations, ça peut les rendre plus forts qu'un humain désarmé qui est pas préparé, qui s'y attend pas. Mais bon, encore une fois, on sait que les sorciers, ils peuvent lancer des boules d'énergie. Donc un animal, est-ce que c'est plus fort qu'un sorcier qui peut lancer des boules d'énergie? Je suis déjà pas sûre. Mais sinon, à côté de ça, comme je vous disais, là, les gens vont vraiment souvent s'attaquer avec de la magie. Et il y aura moins le côté... on a de la magie mais on s'en sert pas. Morgane va faire des trucs cool mais elle va encore être beaucoup dépassée, ce qui donne l'impression qu'elle a beaucoup de choses à apprendre et ce qui joue aussi beaucoup dans le teasing, hein, parce qu'on n'arrête pas de nous dire qu'elle a des pouvoirs puissants et qu'elle fait des trucs que les mages habituels sont pas capables de faire, mais en même temps elle se fait avoir comme une débutante, parce qu'elle l'est, sur certains trucs, et c'est assez logique et donc c'est assez intéressant. Enfin, je vous dis vraiment, moi sur le plan logique, pouvoir et compagnie, les deux premiers je les ai vraiment adorés. Bon, le troisième, il y a des pouvoirs nouveaux, mais ça mène un peu à rien. En tout cas, voilà, là, niveau pouvoir, il y a beaucoup plus de trucs. Il y a toujours le côté un peu bordel, hein, comme je vous disais, où souvent on vous justifie les choses de manière ad hoc, et il y a des choses qui sont là, on vous dit que c'est bien, vous savez pas trop pourquoi, donc c'est pas très bien organisé, mais c'est classe, c'est cool, enfin après il faut aimer parce que comme je vous dis je pense que c'est subjectif, hein. Moi c'est parce que c'est ce qui me fait triper, moi me transformer en animal c'est quelque chose qui me plaît, les loups c'est quelque chose qui me plaît, le prénom Kiran je l'aimais avant de lire cette saga, donc voilà, je veux dire il y avait une tonne de choses qui faisaient que je partais avec un gros a priori positif et que j'étais séduite un peu de base, un peu facilement, voilà, vous mettez tous les ingrédients que j'aime bien, forcément j'arrive, je suis complètement à fond, mais c'est un peu comme si on vous offrait, je sais pas, un gâteau en bonbons. Sur le coup, vous avez l'impression que c'est totalement génial, mais en fait après, ça se peut que vous vous dites, ouais, bon, finalement j'ai encore faim, et puis limite je me sens pas très bien après avoir mangé ça, enfin voilà, parce que c'est quelque chose qui séduit immédiatement, mais c'est très court, très rapide, et quand on y réfléchit, ça se réduit à pas grand chose. Ça me fait vraiment penser justement, si je parle de séduction, c'est pas pour rien, hein, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, juste parce qu'il est beau, ou parce qu'il y a une musique que vous aimez bien en fond, ou parce que vous avez mangé un truc bon ce soir-là, vous avez l'impression d'être complètement amoureux, d'avoir un coup de foudre et qu'il se passe un truc de malade, et des fois après, quelques jours plus tard, vous vous dites, mais en fait j'ai quoi de commun avec cette personne? Là, c'est un peu ce que j'ai vécu avec ce livre, et là quand je l'ai relu, je me suis dit, bon allez, je me laisse aller, je vais pas faire comme dans le premier, être en mode oui, c'est n'importe quoi, c'est pas grand chose, c'est low cost, on nous fait que du teasing et puis finalement il y a rien derrière. Je me suis dit, je m'en fous, j'ai envie de vivre l'ivresse, je vais me laisser la vivre, même si je sais que du coup après je vais être frustrée. Bon, j'y suis un peu plus préparée que la première fois donc ça devrait aller. Je me suis dit, je vais en profiter parce que j'en ai envie, mais je préfère quand même vous prévenir parce que je veux pas que vous viviez la même déception que j'ai vécue la première fois. Et puis comme je vous dis, si vous n'êtes pas sensible aux mêmes choses que moi, si vous n'êtes pas autant à triper sur les loups, triper sur la chasse, triper sur la puissance, il est tout à fait possible que cet homme ne vous emballe pas plus que les autres, ou pas plus que le premier. Je pense que le truc avec Cal du début, c'était plus si vous tripiez sur le fait de rencontrer un nouveau mec sombre, mystérieux, séduisant, avec des pouvoirs qui ont l'air
vachement bénéfiques, mais qui ont encore ce côté toute puissance et machin, mais c'est surtout le côté nouveauté, mec parfait, et comme je vous disais, le gars qui avait une maison magnifique, avec une piscine et compagnie, enfin, si c'est ça qui vous fait triper, ouais, vous allez préférer le premier tome. Maintenant, voilà, si vous êtes plus comme moi et que vous avez plus envie de vous transformer en loup et de chasser des gens, voilà, là, ça va plus vous parler. Peut-être que les tomes suivants pourront parler à des gens. Moi, j'ai trouvé qu'il se passait vraiment pas grand-chose dans les tomes suivants et que c'était un peu de la merde, mais si jamais vous les avez aimés et que vous êtes capable de me résumer en quoi ils sont bien et quel est leur concept, entre guillemets, qui peut potentiellement être tripant, je veux bien le savoir. Donc, logique et cohésion, il y a des choses qui sont un peu grosses, mais il n'y a pas d'incohérence à mon sens. En tout cas, j'en ai pas vu. Et d'ailleurs, même comme je vous disais, que Cal, ce qui se passe avec lui une fois qu'il s'est enfui, c'est hyper décevant, c'est pas incohérent. Et ce qui va se passer avec Kiran une fois qu'il se sera enfui, qu'il aura passé son moment de gloire et qu'après il sera plus qu'une déception sur pattes, ce sera tout à fait crédible aussi. C'est juste que, en général, dans les livres, quand on crée un perso classe dont on nous tease énormément sur le fait qu'il est ultra puissant, et on fait un crescendo avec lui, on fait pas un truc où ça monte, puis après ça redescend, ça stagne, et puis ça redescend encore un peu, puis après on le met par terre, et puis on marche dessus, on s'essuie les pieds, on l'écrabouille. Non, en général on fait pas ça, mais bon, vous faites ce que vous voulez. J'ai quand même remarqué que l'auteur disait énormément que les gens étaient puissants, très souvent. Donc en fin de compte, je me dis, moi j'ai trippé sur Kiran parce que j'aimais son prénom, parce que j'aimais les loups, parce que j'aimais le concept de Amirante et tout ça, mais en fait, on n'arrête pas de nous dire qu'il est puissant, mais concrètement, on nous dit ça de tellement de monde que je sais pas trop ce qu'il faut en penser. C'est comme, vous savez, il y a des livres où tout le monde est ultra beau, on n'arrête pas de vous dire, oh là là, ce mec, il est tellement musclé, il est tellement magnifique, et puis on est sûr qu'il a une grosse bite, etc. Là, dans ce livre-là, les gens sont très puissants sur le plan magique. C'est quasiment à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on vous tease sur sa puissance magique. Après, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes sûr qu'il est puissant sur le plan magique. Mystère et découverte, moi je trouve qu'il y en a beaucoup parce que justement, moi j'avais envie de découvrir Amirante, j'avais envie de découvrir Kiran et tout ça. Après, si ça vous intéresse pas, je sais pas. Parce que comme je vous dis, sur le 3e tome, moi ce qui se passe, ça m'intéresse moins. Et donc je trouve qu'il se passe pas grand chose et que ça sert un peu à rien. Mais sur les passages qui parlent d'Amirante et où Kiran est le méchant, moi je trouve qu'il y en a. Enfin, si vous êtes motivé, je vous dis, pour découvrir qui il est, qu'est-ce que font justement son coven, tout ça quoi. Comment Morgane va vivre sa relation avec. Écriture, moi je dirais que c'est bien écrit. Hein. Si j'ai quand même autant pu triper dessus, si j'ai pu avoir l'ivresse sur cette partie, je pense que c'est bien écrit. Après, comme je vous dis, si j'y réfléchis, si je me concentre pour les voir, je peux voir un peu les ficelles et me dire, voilà, mes faiblesses elles sont là, je suis enivrée avec mon consentement et parce que j'ai décidé de l'être. Si j'avais envie de rester focus sur les ficelles et de regarder le truc se passer sans rien éprouver, j'aurais peut-être pu le faire, mais en général, on préfère quand même ressentir des trucs cool, si on peut. Mais je dirais que l'écriture, elle est bonne. Poésie et contemplation, il y en a pas énormément. Après, comme je vous disais, il y a toujours le côté, quand on vous parle justement des sensations que ça fait de ressentir les pouvoirs magiques, puis là, du coup, les sensations que ça fait de se transformer en animaux, ça peut quand même être un peu lié à de la poésie et de la contemplation, mais après, il faut être large dans son sens de la poésie. Parce que sur le plan écriture, c'est pas spécialement poétique. Suspense et action, moi je trouve qu'il y en a énormément dans les 2 premières parties. Mais la première partie, en fait, ce qui se passe, c'est que ça stagne vachement. Je vous dis, on est dans les petites mésaventures de Sky qui s'engueule avec Raven, Killian qui drague. Ils sont en boîte de nuit, ils font des conneries, ils vont à la piscine, ils font des trucs d'ado de base. Et il y a un grand final qui est vachement cool, où je vous dirai ce qui se passe en spoil, mais il se passe des trucs par rapport à Amirante, ils découvrent qui est menacé du coup par Amirante, et ça se passe à la fin, et ça se passe d'une manière qu'ils contrôlent pas, donc c'est un final qui est vachement sympa. Et donc voilà, c'est un vrai final justement, mais il n'y a pas eu vraiment de crescendo avant. Il arrive un peu soudainement comme un cheveu sur la soupe. Ce qui est bien, c'est que du coup on est un peu en état de choc quand il arrive parce qu'on s'y attend absolument pas. Avant il se passait quasiment que des trucs anodins et tout. Enfin voilà, il y avait juste les rêves menaçants que faisait Morgane, mais sinon c'était de la vie d'ado quoi. Et après dans le 2e, là pour le coup, je trouve que de l'action il y en a qu'à la fin, mais du suspense il y en a tout le long parce que on est en mode un peu espionnage, contre-espionnage, double jeu. Et moi j'adore ce genre de truc. Mais après, comme je vous disais, le 3e, moi je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Le 3e, en gros, il se passe des accidents autour de Morgane. Elle se demande si c'est Kiran qui essaye de la tuer. Certaines personnes soupçonnent que c'est elle-même qui contrôle pas ses pouvoirs, donc ils vont vouloir lui retirer ses pouvoirs. Elle se dit que c'est pas vrai, donc elle est frustrée par rapport à ça. Mais franchement, par rapport à ce qui s'était passé avant, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Mais du coup, suspense et action, je tirais plutôt dans les
Dialogue, bah moi je dirais qu'ils sont pas mal sur ce tome-là. On peut vraiment se demander ce que pensent les persos, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont pas compris, quand on est dans comme je vous disais, des trucs un peu espionnage, tout ça. Moi j'aime beaucoup, où on sait pas trop de quel côté sont les gens, on sait pas trop si ils lisent dans notre jeu ou pas. Tout ça, moi j'aime bien. Donc ouais, les dialogues, sympas. Après, ça a jamais été une qualité de fou, et c'est pas mieux qu'avant, mais en tout cas, sur ce truc-là, on essaye de se rapprocher d'un méchant en faisant croire qu'on est de son côté, alors qu'en fait c'est pas vrai, machin, tout ça. Moi j'ai bien aimé les scènes auxquelles ça donne lieu, les dialogues, comment ils sont faits. Crédibilité, réalisme. Comme je vous disais, on nous tease beaucoup sur les gens. On nous avait déjà pas mal teasé sur Cal, et au final il était mort comme une merde, et sa fin avait été un peu ridicule. Et Morgane à la fin disait voilà, il a l'air fou, alors qu'au début elle le trouvait parfait. Et bah, du coup, ça va être un peu la même chose sur Kiran. On nous a dit il est tellement puissant, il est tellement charismatique. Et bon, quand il parle, il est pas inintéressant, il est pas ridicule, mais il est juste normal. Et du coup, bah, ça sera pas très difficile de le faire passer ridicule après. Et puis, il faut quand même dire que moi, j'ai vu un peu que ce qui m'arrangeait la première fois que je l'ai lu. Parce que quand il parle dans les moments où on le croise dans le présent avec Morgane et tout, il est assez classe. Mais par contre, les chapitres de son point de vue, enfin les en-têtes de son point de vue en début de chapitre, quand il explique ce qu'il a ressenti pour sa femme et pour Maeve, et comment il trouvait que sa femme c'était un peu une merde, il se barrait et qu'il la trouvait chiante, et qu'en gros il s'est juste marié avec elle parce qu'il voulait devenir le chef de son coven à elle, et pour avoir des enfants puissants, parce qu'elle elle venait d'une famille puissante. En gros, elle, il s'en foutait, et qu'après, du coup, quand il était amoureux de Maeve, il était en mode j'aimerais juste qu'elle disparaisse parce qu'elle m'emmerde. Je trouve qu'il était vachement gamin, en fait. Dans l'écriture, comment c'était fait, c'était vraiment en mode je veux ça, si ça se passe pas comme je veux, je démolis tout, je défonce tout. Franchement, il a pas spécialement la classe dans ces passages-là, et je pense que je les avais juste pas pris en compte parce que c'est pas ce que j'avais envie de voir. Et là, quand on le lit, on se dit, ouais, bon, en fait, il avait déjà le potentiel d'être un mec nul. Je me rappellerai quand même toujours de ma première expérience et de comment j'ai kiffé et de comment ça m'a inspiré des choses dans ma tête. Je vais rester dans un truc que j'ai aimé, qui est cool, etc. Mais je vois qu'en fait, c'est un peu dans ma tête que ça s'est passé aussi. Et finalement, dans le livre, le perso, c'était beaucoup plus du teasing que quelque chose de concret. Il y a des auteurs qui arrivent à nous faire sentir que les gens sont charismatiques, qu'ils sont puissants, et que ce soit Frank Herbert ou Brandon Sanderson, quand il dit qu'un perso est charismatique ou qu'il est puissant, il n'a pas besoin de nous le répéter une fois par chapitre, avec pile le même mot. On le constate dans les faits, en fait. Et là, comme je vous dis, on n'arrête pas de nous dire que Kiran est charismatique, et c'est pas hyper bon signe, parce que je pense que je vous l'avais déjà dit dans le truc de Jacques Vendroux, là, le saut des sorcières, on nous avait beaucoup dit aussi que le méchant était charismatique. Au final, il l'était pas du tout. Et je sais plus dans quoi, mais ça arrive quand même assez souvent. Quand un auteur nous martèle que son perso est charismatique, plutôt que de nous le faire ressentir, en général, c'est pas trop bon signe sur la qualité. Et là, quand même, c'est ça. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est quand même assez vrai. Il est charismatique, du coup, avec Morgane, oui, mais dans l'absolu, pas tant que ça. Et puis avec Morgane, c'est quand même parce que elle a des raisons de vouloir le connaître, parce qu'il a connu sa mère, etc. Et bon, c'est l'assassin de sa mère, mais c'était aussi l'amant de sa mère. Il est aussi censé... Enfin, lui, il dit que c'était la femme qui lui était destinée, que c'était son âme sœur, et comment il a pu la tuer et compagnie. Morgane, elle a des raisons, en fait, de s'intéresser à lui et de se poser des questions, donc... il avait pas tellement d'efforts à faire que ça pour avoir l'air intéressant pour elle, quoi. Dites-moi que les gens sont charismatiques et montrez-le plus dans les faits, s'il vous plaît. Originalité côté marquant, non. Je réfléchis, mais j'en vois pas vraiment. Note globale, je pense que je vais quand même mettre 8, parce que comme je vous dis, j'ai été énormément marquée par ce tome, c'est mon tome préféré de toute la saga. À l'époque, j'avais fait des rêves par rapport à ça, ça m'avait remotivée à reprendre une de mes anciennes fanfics que j'avais laissé tomber, bon finalement je l'ai pas fait, mais j'ai fait des plans, etc. pour la reprendre, parce que j'avais tellement aimé le personnage de Kiran, et j'aimais tellement pas ce qu'il était devenu, que j'avais envie de le reprendre moi-même, et de le mettre dans une de mes fics, et de lui faire des trucs réellement cool, en fait. Rien que pour ça, mon expérience première, c'était un 8. Comme je vous dis, sur les 2 premières parties et sur la troisième ce serait limite plus un 6 qu'autre chose, parce que je la trouve vraiment pas intéressante, mais la deuxième, je lui mettrais limite un 9, quoi. Donc globalement, on va dire que ce livre, ce serait un 8. Voilà, je peux tout de suite vous le dire, dans la suite, ce sera jamais pareil, ce sera toujours moins bien. Je me souviens plus si je vous dis, est-ce que je mettrais 7 ou 6, ça dépendra, je pense que je mettrais quand même des 7 à ceux où il y a
comme je vous disais, les points de vue d'un autre personnage, les histoires d'un perso du passé, etc., que j'ai le souvenir d'avoir bien aimé. Mais s'il y en a où il y a que du Morgane, où il se passe plus rien, mais je crois vraiment que maintenant on va moins voir Morgane, que dans les hommes suivants, on va avoir du point de vue d'Alysa et du point de vue, comme je vous disais, de femmes du passé. Donc il y aura toujours une partie au moins avec Morgane dans les 3, mais ce sera souvent une partie sur 3. Je crois qu'on va avoir même un point de vue de Hunter à un moment, qui sera pas ouf d'ailleurs. Ce sera pas nul, mais ce sera vraiment pas ouf. Donc voilà, pour moi c'était le meilleur moment de cette saga, et c'est dommage que ce soit un truc qui se termine un peu en queue de poisson et qui sonne plus comme un teasing que comme une fin, et où on a l'impression que c'était juste un avant-goût des pouvoirs du méchant, et que la vraie confrontation finale sera vraiment épique, etc. Ben non. La vraie confrontation finale sera complètement nulle. Mais ce passage était vraiment bien. Sur ce, je vais spoiler. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de la première partie des 3 ? Morgane est attirée dans là où elle a vu ses cauchemars, dans une espèce de maison un peu sinistre, etc., donc dans New York, et elle pense que c'est Killian qui va être sacrifié, donc elle y va pour le sauver. Elle arrive à briser les sorts qui entourent la maison, elle nous dit voilà comment elle se concentre, qu'elle arrive à briser les barrières, et quand elle arrive à l'intérieur, du coup elle se met à appeler Killian, etc., en mode je viens de sauver. Alors là, on se dit mais c'est débile. Oui, c'est débile. De sa part, je veux dire, c'est complètement inconscient. Bon, elle a essayé pour sa défense, elle a essayé de joindre Hunter, mais elle y arrivait pas. Donc, elle y est allée quand même, en mode, je peux pas le laisser comme ça. Bon, ça se comprend quand même, parce que quand quelqu'un est sur le point de se faire tuer, se dire, tant pis, je fonce dans le tas, si je le laisse mourir, je vais m'en vouloir, etc., ça peut quand même se tenir, même si c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle va un peu au suicide. Mais elle se sent puissante, elle y va. Évidemment, quand elle arrive là-bas, elle se fait directement entraver par les sorciers qui y sont. Du coup, elle se réveille devant Kiran qui lui dit, elle le voit, elle a un petit moment où elle se dit, ah mais non, ça va, c'est pas lui, parce que c'est le mec que j'avais déjà croisé avant, parce qu'en fait, elle l'avait déjà croisé avant 2 fois. Elle l'a croisé une première fois quand elle est sortie de boîte de nuit dehors, qui était en mode mec mystérieux qui regarde la lune. Et elle s'était sentie vachement bien avec lui sans savoir pourquoi. Et lui, il lui a sorti une phrase mystérieuse, genre, c'est la lune qui nous ancre en ce monde, un truc comme ça, et elle se dit, ah ouais, c'est trop vrai. Et en fait, du coup, mais moi j'adore la lune aussi, donc voilà, encore une fois, c'était du teasing un peu spécial dédicacé pour moi, tout ça. Après, voilà, tout ça, ça va dans la même idée, les loups, la lune et compagnie. Donc, à ce moment-là, déjà, elle l'a bien aimé. Ensuite, elle le revoit dans un magasin où elle était venue pour acheter un livre de divination, et lui, il lui dit, je peux peut-être t'aider, la divination, moi si tu veux je te prête mon cristal, tu veux savoir quoi, si tu veux pas que les choses qu'on t'indique soient floues, il faut que tu fasses une demande précise sur la personne, le temps, le lieu, etc. Enfin, faut vraiment que tu précises tout. Donc il lui dit vas-y essaye si tu veux, je m'en vais, je te laisse avec mon cristal, et tu le laisses, je crois, il lui dit j'ai l'habitude d'aller dans ce magasin, donc tu le laisses à tel endroit dans le magasin quand t'as fini de t'en servir, et je le récupérerai plus tard. Donc elle est en mode il est trop sympa, elle utilise le cristal, elle s'en sert pour voir sa sœur, et je sais plus quoi, mais bon, elle se pose des questions sur sa sœur, donc elle regarde sa sœur dans le cristal, ça marche bien, donc elle est ultra contente, elle se dit qu'elle a fait des progrès, que ce mec il est vachement doué pour enseigner des trucs, et que c'est un mec super sympa. Et en sortant aussi, avant de partir, il lui fait au fait c'est quoi ton nom ? Donc elle lui répond Morgane, il fait ok. Et ensuite il se barre et elle fait ah ouais j'ai oublié de lui demander le sien. Lol. Je pense qu'à ce moment-là, la première fois que j'avais lu, j'avais déjà bien compris qui c'était. Hein. Ensuite, voilà, donc elle le voit au moment où elle est capturée donc par Amirante. Elle se réveille devant lui, elle est en mode en fait c'est vous, tout va bien, etc. Vous allez me sauver. Et puis ensuite elle comprend que c'est Kiran et que du coup il s'est bien foutu de sa gueule, et lui il lui dit alors t'étais quand même bien naïve, tu sais que si tu utilises un cristal, à partir de ça, moi j'ai pu revoir ce que t'avais vu dans le cristal, donc j'ai pu comprendre qui était ta famille, donc j'ai pu avoir ton nom et compagnie, puis comme tu m'as donné ton prénom, ça m'a aidé à confirmer ce que je savais, donc grâce à ça j'ai bien compris qui t'étais, et je me suis dit, vu que t'es la fille puissante dont Selene voulait prendre les pouvoirs, finalement c'est nous qui allons les prendre, ça va être bien aussi. Du coup Morgane le déteste et elle se dit oh là là ils sont horribles, etc. Elle est obligée de respecter leur rituel, donc ils lui font boire un truc qui lui fait se sentir pas bien, ils lui mettent une toge marron pour faire leur rituel à eux, ils la mettent sur un hôtel et ils sont en train de psalmodier, elle sent qu'elle perd ses pouvoirs, c'est horrible et compagnie. Et puis là il y a Hunter qui arrive pour essayer de la sauver, mais il a aucune chance et il va se faire défoncer. Mais à ce moment-là, Kiran veut lire dans l'esprit de Morgane
Je sais plus si c'est pour justement savoir où est Hunter, parce qu'il est pas encore arrivé, peut-être qu'il est pas encore arrivé, qu'il se demande s'il y a du renfort qui va arriver, ou à qui elle a parlé, etc., qui est susceptible de venir l'aider. En tout cas, il veut savoir un truc, donc il veut faire ça. Elle essaye de se défendre, mais elle y arrive pas, vu qu'elle a plus sa magie. Et quand il lit dans son esprit, et ben il apprend qu'elle est la fille de Maeve, et il regarde toute sa vie, vraiment dans le détail, donc il la voit bébé avec sa mère et son père, enfin celui qu'elle pense être son père évidemment, qui s'occupe d'elle et qui l'aime, et à un moment il voit sa mère qui lui dit t'as les yeux de ton père, et là il est en mode non, impossible, et il plante parce qu'il se dit merde, putain, c'est vrai, j'aurais peut-être dû m'en rendre compte, en fait elle a les mêmes yeux que moi, et donc il se dit je vais quand même pas prendre les pouvoirs de ma propre fille, surtout voilà, sa fille avec sa vraie amoureuse, alors qu'il a toujours trouvé que ses enfants étaient nazes, et qu'il s'est dit que ses enfants étaient nazes justement parce qu'il les avait pas fait avec son âme sœur, mais avec une fille random qu'il avait épousée juste pour des raisons utilitaires. Donc il a pas envie de la tuer, donc il se barre. J'ai pas trop compris d'ailleurs ce qu'il foutait, pourquoi, vu que c'est supposé être le chef du couvent, pourquoi il leur a pas juste dit on arrête. Il se barre, et donc Hunter arrive, et Hunter arrive à affronter Amirante parce qu'il est boosté par les pouvoirs du conseil, mais Morgane dit que dans son aura, elle voit de la lumière et des trucs, voilà, mais elle voit aussi du violet. Donc vous savez très bien que le violet c'est la couleur du côté obscur, et Hunter arrive à réciter une formule qui fait qu'il contrôle les gargouilles de la pièce, et du coup avec tout ça, son aura boosté et les gargouilles, il arrive à faire fuir les sorciers d'Amirante, et donc il libère Morgane, et après coup Morgane lui dit dis donc, qu'est-ce que t'es balèze, et heureusement que tu m'as sauvé. Et en fait, Hunter lui dit mais t'as pas compris, en fait, Kiran c'est ton père, et du coup c'est parce que c'est lui qui m'a aidé, il m'a boosté mes pouvoirs, et c'est lui qui m'a dit comment manipuler les gargouilles, etc. Et sans lui j'y serais pas arrivée. Voilà, évidemment, Morgane est anéantie, donc c'est suite à ça qu'elle dit à Hunter il faut que je te quitte parce que je suis maléfique, c'est dans mon sang, si je suis la fille de Hitler, évidemment, je suis destinée au mal, et je peux pas rester avec toi parce que je vais trop te faire du mal, et je vais te briser le cœur, et je peux que détruire les gens autour de moi, etc. Enfin bon, elle va partir dans un trip comme ça, donc elle est en mode je te quitte. Au tome d'après, qu'est-ce qui va se passer? Mon tome préféré. Évidemment, je pense que vous pouvez le deviner avec tout ce que je vous ai dit, même si j'ai essayé de pas dire les noms, et vu que Morgane est la fille de Kiran, et vu que Kiran est le Hitler du monde magique, le conseil des sorciers vont dire à Morgane est-ce que tu pourrais par hasard dire à Kiran que tu veux te rapprocher de lui vu que t'es sa fille, que tu voudrais devenir sa disciple, et qu'il t'enseigne la magie, etc., pour que tu t'intègres un peu dans Amirante et qu'il te confie des secrets, et que peut-être tu pourrais avoir la formule de la vague noire, ce qui nous permettrait de la contrer, ou que tu pourrais obtenir des infos sur Kiran de manière à ce qu'on puisse l'arrêter. Par exemple, est-ce que tu pourrais lui mettre un sceau magique pour qu'on puisse le suivre? Ce serait pas mal. Donc il faut qu'elle se rapproche de lui, donc elle essaye de passer par Kilian en lui disant voilà, je vais te dire ce que j'ai appris, en fait on est demi-frères, et moi comme j'ai pas de famille, toute ma famille est morte, et j'ai que mes parents adoptifs, etc., ça me tient à cœur de trouver ma famille de sang. Donc lui, il lui dit oh, ça me fait plaisir que tu sois dans ma famille et je t'aime bien, mais tu sais, ma famille c'est compliqué, on peut pas dire que mon père était un mec sympa, il nous a toujours méprisés, il était en mode de toute façon vous êtes pas assez puissant. En gros, à chaque fois il partait parce qu'il détestait sa femme et qu'il la méprisait énormément, et de temps en temps il passait en mode je teste mes enfants, et à chaque fois il était en mode ouais, vous êtes faible, vous êtes décevant, et il se rebarrait. Donc ils ont pas eu une enfance très cool. Kilian c'est le plus puissant, lui aussi évidemment, des 3 enfants, et d'ailleurs à un moment je crois que c'est dans le journal de Kiran du début qui dit qu'il est plus puissant que ses 2 premiers enfants réunis, donc on pourra peut-être en tirer quelque chose, mais il a quand même l'air de le mépriser aussi, mais en gros c'est la moins pire de toutes les merdes qu'il a en guise de famille. Kilian, il dit que son enfance ça a pas du tout été facile, et que son père il a une relation pas ouf avec, parce que Amirante lui c'est pas quelque chose qui lui plaît. Du coup, ils s'entendent pas plus que ça parce qu'ils ont pas les mêmes objectifs, et que son père il est quand même vachement égoïste entre guillemets, enfin il voulait des enfants puissants pour prendre sa suite et pour les former à son truc, et il est pas très ouvert à ce que les enfants fassent ce qu'ils ont envie ou quoi que ce soit. Déjà que s'ils sont faibles, il a même pas envie que ce soit ses enfants, bon voilà, hein, il a pas non plus envie de les laisser faire leur propre choix, donc tout ça fait qu'ils s'aiment pas trop, et que du coup Morgane dit à Kilian qu'elle aimerait bien revoir Kiran, mais Kilian lui dit je vais essayer, mais je te promets rien parce que moi je suis pas super pressée de le revoir en fait, j'essaye plutôt de l'éviter en général.
Et donc voilà, Killian, à chaque fois qu'il le voit, ils font la fête. Donc comme je vous disais, Morgane, elle prend des retards dans ses cours, etc. Parce que elle passe sa soirée en boîte ou dans des bars ou dans des conneries avec Killian. Et Killian qui la corrompt en lui faisant justement utiliser la magie tempestaire ou il lui fait boire de l'alcool et après il lui fait un sort pour qu'elle ressente plus l'ivresse, pour qu'elle puisse quand même conduire. Et l'ivresse lui retombe dessus plus tard. Et donc elle se dit, mais si ça m'était tombé dessus pendant que j'étais au volant, j'aurais eu un accident, ça aurait été horrible. C'est quand même un peu irresponsable ce qu'on est en train de faire. Plein de trucs sympas, entre guillemets, par rapport à ce que Killian lui montre comme utilisation de la magie qu'elle connaissait pas. Et comme je vous dis, c'est un mec assez cool, même si bon, voilà, ce qui fait chier, c'est que comme je vous disais, il draguait Raven, et à la fin de ce tome-là, il va se taper Sky. Comme ça, je sais pas trop comment ça s'est passé. Est-ce que c'est Sky qui allait vers lui en mode, bon bah puisque Raven me trompe avec lui, moi aussi je vais lui prendre son mec, je sais pas, en mode frustration pour se venger. Moi je me suis dit dans ces cas-là faites un plan à 3, mais bon à mon avis à 17 ans c'est pas le genre d'idée qui nous passe trop par la tête. Enfin je pense que Killian ça l'aurait pas du tout dérangé, mais les deux filles avaient pas l'air de dans cette optique-là. Du coup Raven elle est énervée, et voilà, ça fait encore des dramas de merde. Outre ça, Morgane va revoir Kiran et Killian, ils vont faire un repas ensemble dans un resto et compagnie. J'aime beaucoup les conversations justement que Morgane et Kiran ont, parce que lui il lui demande... Tiens, c'est toi qui as tué Cal et Selene. Et Morgane, elle se dit, putain, je m'attendais pas à cette question, mais bon, si je mens, il va le voir. Et puis, de toute façon, merde, c'est qui je suis, j'assume. Et puis, j'avais pas le choix, donc elle lui dit, bah oui. Il est en mode, ah oui, c'est intéressant. Puis, il lui dit, ouais, et si t'avais pu, quand j'ai essayé de te retirer tes pouvoirs, est-ce que tu m'aurais tué? Bon, ça aussi, c'est une question qui l'a fait chier, mais elle se dit qu'elle va être honnête. Elle lui dit, bah oui. Et lui dit ouais, franchement, mes enfants, c'est tous des lavettes, ils sont tous en train de me craindre et de ramper devant moi, ils osent jamais me dire qu'ils s'opposent à moi, etc. Et toi, tu me dis en face que tu voudrais me tuer. Franchement, ça se voit que t'es la plus forte de mes enfants, t'es la seule qui mériterait vraiment que je te forme, et en plus, t'es plus puissante au niveau des pouvoirs. Et puis, voilà, t'es la fille de mon âme sœur, alors que les autres... ils sont enfants d'une femme complètement naze. Parce que lui, il est en mode, ouais, moi j'aimais ta mère, et puis l'autre avec qui je suis mariée, c'est ma mère qui m'a forcé à l'épouser, et Morgane, elle sait que c'est faux, parce qu'elle a lu l'info dans le journal de sa mère à elle. Donc elle se dit, bon, je vais pas lui dire que je sais que c'est faux, j'écoute, mais bon, voilà, je sais ce que j'en pense. Et au bout d'un moment, il lui fait, ouais, voilà, genre, je l'aimais pas, j'ai jamais voulu être avec elle. Et Morgane lui fait une remarque, genre, non, mais tes enfants, ils se sont pas fait tout seuls, hein. Il bloque un peu, il lui fait, ouais, ta mère m'a dit exactement la même chose. Et du coup, il le prend, entre guillemets, bien. Enfin, ça le fait un peu rire, même si c'est pas sympa. Enfin, ça pourrait être un reproche, mais il le prend en rigolant. Et il lui fait, ouais, t'as raison. Et pour ça aussi, il lui dit, ouais, t'es la seule qui ose s'opposer à moi. Voilà, toi, au moins, t'as du répondant. Toi, au moins, t'as des couilles, quoi. T'as du courage. Et toi, tu pourrais comprendre ce qu'on fait avec Amirante. Toi, tu serais digne d'y rentrer, etc. Alors que mes enfants, c'est des petites merdes. Donc, elle essaye de lui demander, mais c'est quoi l'objectif d'Amirante? Qu'est-ce que vous faites? Il réfléchit et il a l'air de se dire qu'il va peut-être quand même pas trop lui en dire parce qu'il sait pas s'il peut vraiment lui faire confiance. Mais il lui fait justement des petites remarques, genre, ouais, peut-être que tu pourrais comprendre. Ouais, c'est possible. Et après, il se dit qu'il va se barrer. Et elle aurait bien aimé lui mettre le seau, mais elle ose pas trop à ce moment-là. Et donc, quand il se barre, elle lui fait... je suis pas sûre que ce soit à ce moment-là. Elle le voit quand même deux, trois fois, mais à un moment, quand il se barre, elle lui chuchote oui, papa, apprends-moi, je veux faire ce que tu fais. » Et elle se sent comme une merde de dire ça, parce que... d'une part, parce qu'elle commence à... D'un côté d'elle, elle l'aime bien, et donc ça lui fait chier de lui mentir, et d'un autre côté, elle se dégoûte parce que c'est pas réellement ce qu'elle pense. Elle aurait plus envie de lui dire « Putain, mais t'as tué ma mère, connard !» Donc elle se dégoûte de dire ça, mais elle lui dit, lui ça le fait rougir, il répond rien mais il se barre, et après plus tard il lui donne rendez-vous dans le cimetière où Cal leur avait déjà donné rendez-vous et où Killian leur a dit qu'il y avait un puits de pouvoir, et donc Morgane déduit que Cal le savait et qu'il s'en est déjà servi potentiellement contre eux. Kiran lui avait déjà donné rendez-vous là-bas une ou deux fois mais elle avait pas voulu y aller, et ce moment-là elle accepte d'y aller, je me souviens plus pourquoi. Mais il y a une raison, vraiment. Parce qu'avant, elle s'était dit non, c'est trop dangereux, c'est moi qui vais décider où on va, et donc elle les avait amenés dans un salon de thé, ils avaient passé une soirée ensemble, etc. Mais à ce moment-là, il lui dit viens dans le cimetière, et elle est en mode ok. Et donc là-bas, il lui dit je vais te montrer ce que c'est le secret d'Amirante et notre magie, et voilà, je vais t'apprendre. Je vais t'initier à un grand secret de notre couvent et tout, donc elle est hypée. Et il lui dit, quel animal tu voudrais être, ça dépend avec qui t'as des affinités, si tu rêves de galoper dans les prairies, tu pourras plus facilement te transformer en cheval, mais il faut que ce soit un animal que t'aimes et qui t'inspire, parce que sinon ça sera très dur et même potentiellement impossible, il faut que ce soit quelque chose qui te parle, quoi. Et elle lui dit, un loup, elle l'a vu en rêve, etc. Et lui, il est en mode, ouais,
logique et en même temps ça lui fait plaisir parce que lui c'est un loup aussi, donc encore une fois ça lui montre que c'est sa vraie fille, celle qui est la seule qui est digne vraiment de lui succéder et de lui ressembler. Donc il est content et il commence à lancer son sort, et pendant qu'il lance son sort, il a besoin de dire son nom véritable pour se transformer. Et donc elle s'en rend compte et elle se dit qu'elle va se le retenir et se le garder dans un coin parce qu'on lui a appris plutôt qu'avec les noms véritables des gens ou des animaux, on pouvait faire n'importe quoi d'eux. D'ailleurs, c'est parce que Killian avait utilisé le nom véritable d'un oiseau pour le manipuler et l'obliger à se poser sur son bras et en gros le contrôler grâce à ça. Et Morgan était énervé en lui disant mais l'oiseau il est terrorisé dans sa tête, il comprend pas ce qui lui arrive, c'est mal ce que tu fais. Et donc Killian l'avait relâché en mode oh ok bon, c'est bon quoi. Mais du coup ce que je comprends pas c'est que est-ce que c'était le nom véritable de cet oiseau précis, et dans ces cas là comment ça se fait que Killian l'avait appris, est-ce que c'était l'oiseau de quelqu'un qu'il connaissait, enfin pourquoi. Et sinon je trouverais ça cheaté que les humains aient des noms véritables personnalisés alors que les animaux ce serait genre une espèce a un nom véritable pour toute l'espèce. Non je ne serais pas d'accord avec ça hein. Vous savez ce que j'en pense. Je suis pas antispéciste, mais c'est ce que je dis à chaque fois. Les animaux, ils sont quand même, ils ont quand même leur identité propre autant que les humains. Donc peut-être un peu moins, mais pas complètement pas. Donc arrêtez au bout d'un moment. Un rapace, c'est pour moi c'est genre peut-être, je sais pas, 65% d'un humain. C'est pas 1%. Donc voilà, le truc de dire lui, son nom véritable, c'est le nom de toute son espèce. Non, je ne suis pas d'accord. Après, peut-être que pour une raison que je connais pas. Killian avait le nom véritable pile de cet oiseau, mais je sais pas pourquoi. Je dis juste qu'il me dérange. Hein. Donc bref, Kiran utilise son nom véritable, Morgan l'entend, elle se dit je me le garde dans un coin de mon esprit. Elle commence aussi à se transformer en loup, donc elle a du mal à réfléchir, mais elle arrive quand même suffisamment à réfléchir en se retrouvant à quatre pattes et avec ses sens de loup pour se dire c'est le moment ou jamais de faire le saut. Le grand saut, hein, non, le saut de... Le saut pour suivre Kiran à la trace que le conseil lui avait demandé de faire. Donc elle lui fait avec sa truffe dans son cou en mode je me frotte contre toi, je te fais un câlin. Et en fait je fais un saut. Et lui il a pas tilté parce que apparemment être loup c'est... Enfin globalement être un animal comme je vous disais c'est hyper enivrant. Parce qu'ils ont des sens nouveaux, affûtés, aussi une espèce d'ivresse de puissance. Donc il a pas tilté, et ensuite elle a commencé aussi à perdre conscience d'elle-même et à s'absorber complètement dans ses sens de loup. Et donc elle ressent qu'il y a une proie et qu'elle a envie de chasser. Ils se mettent à deux pour chasser la proie, elle est hyper excitée en mode ah, c'est trop bien. Et moi c'est évidemment quelque chose qui me parle. Et évidemment il s'avère que sa proie c'était Hunter, et c'est pas un hasard de merde ou... une coïncidence de mauvais livre, parce que en fait si c'était Hunter c'est parce que c'est Kiran qui avait appelé Hunter en lui disant que Morgan était en danger. Évidemment Hunter, même si c'est Hitler qui lui dit quelque chose, il arrive parce qu'il est hyper amoureux de Morgan, donc il a pas voulu prendre le risque, mais en réalité il a fait ça. Enfin, Kiran a fait ça parce qu'il s'est dit si Morgan tue Hunter, elle va tuer la seule chose qui la rattache à son ancienne vie, et comme ça elle sera vraiment de mon côté une bonne fois pour toutes. C'était une bonne idée. C'était peut-être un peu violent pour commencer, parce que ça faisait pas tant de temps que ça qu'ils se parlaient. Je pense quand même que Morgan, vu qu'elle a un caractère fort et tout, je suis pas sûre qu'elle aurait été ultra motivée à suivre Kiran si elle avait tué Hunter à cause de lui. Elle aurait peut-être été complètement détruite, anéantie, mais je suis pas sûre justement qu'elle l'aurait suivi. Enfin, même si elle avait peut-être fini par le faire, ça aurait été une relation compliquée, une relation amour-haine. Elle aurait peut-être eu envie de le buter quand même, quitte à ce que ce soit lui qui la bute, ou de se suicider ou quoi. Donc, je pense que c'était pas forcément un bon plan. Mais je peux comprendre qu'il ait eu envie de faire ça. De toute façon, lui-même, il avait tué la femme de ses rêves. Vouloir que sa fille fasse pareil, c'est pas non plus complètement déconnant, vu le personnage, etc. Donc je trouve ça plutôt crédible et intéressant, même si je pense que c'était peut-être pas le meilleur plan du monde. Après, c'est mieux de faire en sorte que ce soit elle qui le tue, plutôt que ce soit lui qui le fasse, mais... je pense quand même qu'il aurait été légitime que Morgan lui en veuille, parce que... C'était la première fois qu'elle se transformait en loup, c'était logique qu'elle allait pas se contrôler, et voilà quoi, c'était pas juste un hasard, il aurait eu du mal à lui faire croire que c'était juste une poisse, on va dire. Parce que de toute façon, elle aurait pu tuer quelqu'un, même si ça avait pas été Hunter, donc ça lui aurait pas fait plaisir. Elle est en mode, elle veut chasser Hunter. Hunter, quand il se rend compte que c'est Morgan, parce que bon, quand on se transforme en loup, elle a quand même la fourrure Auburn... du coup Auburn, je crois qu'on dit, de la couleur de ses cheveux. Donc elle se reconnaît, je pense qu'elle a toujours ses yeux, etc. Enfin, la couleur de ses yeux aussi. Bon, globalement, ils sont toujours reconnaissables, même quand ils sont en animaux. Donc Hunter la reconnaît, et donc il l'appelle par son prénom. Donc déjà, elle, ça l'a fait un peu bugger, elle se dit « Attends, mais c'est mon prénom, ça, je savais même pas que j'avais un prénom. »
il y a 2 secondes, j'étais juste en train d'exister comme ça, j'étais moi, et maintenant je me dis je suis Morgane et ça m'angoisse, c'est pas cool, c'est pas agréable, je voudrais juste qu'il ferme sa gueule et qu'il me laisse le tuer. Et donc Hunter la fixe et elle se dit mais c'est pareil, il devrait avoir peur, il devrait pas me fixer, pourquoi il fait ça Voilà, il l'a fait planter, et donc au bout d'un moment elle arrive à percuter qui c'est et à se dire qu'il faut pas qu'elle le tue. Et du coup, elle hurle parce qu'elle se sent paumée. Et après, elle reprend forme humaine. Kiran arrive en mode bon bah puisque tu butes pas Hunter, je vais le faire moi-même. Et elle arrive à le faire, à le neutraliser en utilisant son nom véritable, en étant revenu sous forme humaine. Et donc là, lui, il la regarde en mode oh putain, t'es balèze. Et ensuite, il s'enfuit. Elle s'évanouit et après, elle se réveille en répétant en boucle je choisis le bien, je choisis le bien, je choisis le bien. Et Hunter, il lui fait je sais, je sais. Elle se dit que maintenant c'est bon, elle peut ressortir avec lui, etc. Parce que elle a prouvé entre guillemets de quel côté elle était. Et voilà, Kiran est en cavale, mais comme je vous disais, il va plus jamais rien se passer d'intéressant par rapport à lui. Elle lui a placé le sceau, donc le conseil est content. Voilà, c'était une fin vachement cool, mais il n'y en aura jamais de meilleur malheureusement. Et voilà, ça aura été tout. Et rien de plus. Et donc la 3e partie, je vais quand même vous en parler vite fait, même si je la trouve naze. Donc c'est Alysa qui est dans le couvent et qui est hyper angoissée par les pouvoirs de Morgane. Elle se dit c'est des pouvoirs obscurs, la Wicca c'est quelque chose de gentil, mignon, bisounours, etc. Mais Morgane, quand elle est là, j'ai l'impression qu'il y a des forces sombres et elle me fait peur et je trouve qu'il faudrait juste qu'elle soit pas là. En fait, elle voudrait continuer les cercles d'Ankitik mais sans Morgane, mais elle peut pas dire qu'il faut que Morgane dégage parce que le couvent il est géré par Sky et Hunter, et Sky elle est de la même famille que Hunter, donc elle va pas vouloir contrarier Hunter, et Hunter il est amoureux de Morgane, donc elle sait très bien qu'elle peut pas virer Morgane, donc elle se dit que c'est elle qui va quitter Kitik, mais ça la rend malheureuse. Et il y a un incident pendant qu'ils sont tous ensemble en train de faire leur cercle, où il y a une bougie qui s'envole et ça a failli foutre le feu, il y a des objets qui commencent à voler dans tous les sens et c'est dangereux et compagnie. Tout le monde pense que ça vient de Morgane qui contrôle pas ses pouvoirs alors que Morgane elle dit mais non mais c'est pas moi. Donc après elle va se mettre à penser que c'est Kiran qui essaye de lui faire des trucs à distance mais ça paraît juste bizarre et con. Après il pourrait vouloir se venger parce que elle a pas suivi son plan et compagnie, mais c'est quand même un peu bizarre et nul comme manière de se venger. Donc... Mais même si on y croit et qu'on est teasé par rapport à ça, ça va juste nous faire de la déception pour la suite donc... Voilà, encore une fois, il y a la crédibilité dans l'absolu pour se dire si c'était réel, etc. Et il y a le fait que ce soit agréable en tant qu'histoire. Et là, on est sur des trucs qui sont plutôt crédibles, mais en tant qu'histoire, c'est plutôt déception, quoi. C'est au niveau du rythme, au niveau de la manière de gérer les persos, l'évolution et tout ça, c'est... Enfin, moi, j'aime pas. J'ai pas l'impression que ce soit que moi, donc je le dis, hein, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes pas d'accord, n'hésitez pas. Mais vraiment, je trouve que c'est mal géré. Donc, il y a eu ça. Ensuite, comme je vous disais, il y a une femme qui arrive pour aider Morgane et l'entraîner à la magie défensive. Quand elle est avec elle, elles se battent. Mais Morgane envoie une énorme boule d'énergie blanche, mais l'autre la repousse facilement. Et la boule d'énergie blanche vole dans le décor, sachant qu'ils sont dans le magasin d'Alice, donc ça défonce une bibliothèque de livres. Donc les deux sont désolés. J'allais dire Evelyne, je sais plus, un truc là. On peut toujours l'appeler Evelyne, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Qui dit je pensais que t'avais un meilleur niveau vu que tu savais faire certaines choses. Donc je suis désolée, j'ai été trop loin et je t'ai poussé trop loin dès la première fois. Et Morgane aussi est désolée parce qu'elle voulait pas exploser la bibliothèque d'Alice, mais elle a paniqué. Elle a réellement voulu balancer une grosse boule de feu. Enfin, c'était pas une boule de feu, mais une boule d'énergie blanche. Mais elle l'a fait parce que sur le moment, elle était persuadée que l'autre était devenue méchante et qu'elle essayait de la tuer. Et donc, c'était pas hyper rationnel. Donc, elle a contrôlé sa magie, mais elle avait un peu perdu le contrôle de ses émotions, de sa paranoïa. Et l'autre était devenue... avec un air maléfique et tout, mais c'était une illusion, et c'était pour la faire flipper, et c'était pas réellement mal intentionné. Donc il se passe ça, donc l'autre en conclut que Morgane contrôle pas très bien ses pouvoirs. Par la suite, il y a un incident dans la bibliothèque où il y a les rayons de la bibliothèque qui s'écroulent, ça aurait très bien pu tuer quelqu'un, et ça aurait très bien pu tuer Morgane elle-même. Évidemment, à chaque fois qu'il se passe des trucs, il y a Alysa, mais tout le monde se dit c'est Morgane, et donc l'autre lui dit il va falloir te bloquer tes pouvoirs. Morgane est hyper énervée parce qu'elle se dit mais putain, personne me croit, c'est pas moi, j'ai déjà dit que c'était pas moi. Et comme je vous disais, à côté, il y a ses parents qui veulent la punir en lui disant tes notes ont baissé, donc déjà t'es contrainte de rester à la maison, alors que la femme qui est venue pour l'entraîner, elle est venue de super loin, et elle va rester que quelques jours, donc Morgane est obligée de continuer à désobéir à ses parents pour la voir, et du coup de continuer à les décevoir, à rater ses contrôles et compagnie, parce que c'est une occasion unique et que c'est super important. Et du coup d'énerver ses parents parce qu'elle leur désobéit alors qu'ils l'ont puni. Sa sœur Marie-Cat là, qui lui en veut aussi parce que
Morgane lui a avoué après coup qu'elle avait été enlevée par Selene, mais elle lui a avoué il y a pas très longtemps, alors que elle a passé la première partie du livre à ne pas le savoir, et donc elle lui dit mais pourquoi tu me l'as pas dit avant et ben, elle a eu manifestement raison de pas lui dire avant, puisqu'à partir du moment où elle lui a dit, elle lui a plus parlé. Et elle était en mode oui ta magie ça nous attire que des problèmes, c'est de la merde, etc. Tu nous mets tous en danger, bah oui d'accord, mais il suffit pas de dire j'arrête en fait. Ton père ça continuera à être Hitler, voilà. Hein. Mais ça, Morgane n'a pas spécialement envie de lui expliquer pour l'inquiéter encore plus, du coup... quiproquo, l'autre ne lui parle plus et ça la fait souffrir. Et comme je vous disais, il y avait une embrouille aussi avec Robbie parce que il a trouvé qu'elle abusait de sa magie. Donc tout le monde est un peu d'accord pour dire que Morgane, ses pouvoirs font peur. Et Alysa, à un moment, veut écrire un article dans le journal pour prévenir que Morgane fait peur avec ses pouvoirs. Et elle est aidée par la sœur de Morgane. Et donc Morgane se sent ultra trahie quand elle voit ça. Alysa dit non mais c'est bon, je vais pas le publier. Mais Morgane se dit mais ça suffit pas, putain... Je suis choquée que t'aies pu songer à faire un truc pareil. Du coup, comme je vous disais, Alysa dit qu'elle quitte Kitty. Et il y a aussi plein de trucs qui tombent du casier de Morgane à un moment, encore des objets qui volent. Et puis les en-têtes de chapitre nous racontent l'histoire aussi d'une personne dans le passé, Sarah machin là, qui faisait aussi voler des objets. Et pareil, qui disait d'abord que c'était son frère, ensuite que c'était la maison qui était hantée, etc. Puis finalement, quand elle comprend que c'est elle s'auto-enlève ses pouvoirs. Ce qui est assez atroce, hein, on le sait. Du coup, on comprend que Alysa a des pouvoirs alors qu'elle le sait pas. Elle a tellement peur de Morgane que, à un moment, quand Morgane a ses pouvoirs bridés, Alysa est chez Morgane parce qu'elle est amie avec sa sœur et que du coup, elles sont ensemble dans sa chambre. Elle se sent malade, elle se trompe de porte, elle ouvre la porte de la chambre de Morgane. Morgane est en train de faire de la magie avec... Evie, Evelyn ou je sais plus quoi. Quand elle voit Morgane qui fait de la magie, elle panique et du coup Morgane se met à flotter dans les airs. Donc Morgane se dit tiens je l'évite. Mais c'est bizarre, c'est pas moi qui fais ça, ma magie est bridée. Et Alysa se dit oh mon dieu, Morgane lévite, c'est une sorcière, bouh. Alors que c'est elle qui l'a fait léviter évidemment. Et donc elle s'enfuit en courant dehors. À ce moment-là, le chat de Morgane se fait renverser par une voiture. Evie, on va l'appeler Evie, tiens, c'est pas mal, va guérir donc le chat. Elle le guérit pas complètement, elle lui laisse une patte cassée comme ça, il l'emmène quand même au veto. Mais en tout cas, elle l'a empêché de mourir. La semaine d'après, Alysa est malade et va à l'hôpital. Marika fait des sous-entendus à Morgane en lui disant bah ce serait bien que tu la guérisses. Et Morgane se dit mais putain c'est pas moi qui ai guéri Dagda, son chat. Donc elle se dit il y a quelque chose qu'elle a pas bien compris. Elle touche la main d'Alysa et là Alysa se met à voir tous ses appareils qui bipent etc. Genre elle fait une crise. Donc Morgane panique, elle s'en va, elle se dit bah c'est terrible, est-ce que je l'ai tué, j'ai rien fait, je comprends pas. Et Evie a compris que c'était pas elle pour les trucs magiques bizarres, donc elle lui dit bon on va pouvoir te rendre tes pouvoirs, donc elle lui rend, et Alysa finit par se réveiller et se dire mais je comprends pas ce qui s'est passé, c'est bizarre, voilà. Et donc à la fin de cette partie, on nous dit tiens, il y a Hunter qui a eu, je vous avais dit, des flashs de ses parents depuis un petit moment. Morgane a eu une vision dans les flammes qui montrait Hunter qui lui faisait au revoir de la main. Et donc à la fin du tome, Hunter nous dit je vais devoir partir au Canada pour retrouver mes parents. Donc voilà, au revoir, je vais être obligée de partir. Et au fait, ils ont arrêté Kiran. C'est possible que c'était lui qui te faisait des trucs à distance parce qu'il connaissait une femme qui fait de la télékinésie et qu'il avait une mèche de tes cheveux sur lui et je sais plus quoi d'autre. Donc en gros, c'est tout à fait possible qu'il essayait de te jeter des sorts à distance. Donc on l'a arrêté, donc ça va s'arranger. Donc ça se termine là-dessus. Et je trouve que c'est vraiment naze comme fin parce que du coup, il n'y a même pas de combat final. Enfin, tout le long, on nous dit il y a des petits événements, des trucs qui s'écroulent, des meubles qui volent et compagnie. Bah moi, je me souviens que c'est Alysa, mais là, on nous dit que c'est Kiran et à la fin, qui se fait arrêter. Mais je sais pas, c'est nul en fait. On était sur un mec où on nous disait voilà, il peut se transformer en animal, il peut envoyer des boules d'énergie, il peut modifier la météo et compagnie. Il pouvait faire plein de trucs, je sais pas. Et là, évidemment, en réalité, il avait certainement pas envie de nuire à Morgane, donc ça n'avait juste pas de rapport avec lui, et etc. Mais je veux dire, comme je vous dis, d'un point de vue narratif, on sort d'un truc complètement ouf où Morgane s'était transformée en loup, etc. Elle avait des nouveaux pouvoirs, il se passait des trucs de dingue. Et là, on arrive dans des problématiques de ses parents veulent l'envoyer dans un lycée catholique, ses parents la punissent, elle est à distance avec ses parents, elle se rapproche de ses parents, elle va à la messe, elle a des drames avec sa sœur, et puis voilà, il y a Alysa qui fait des caca nerveux en mode la magie de Morgane me fait peur, alors qu'en fait c'est sa propre magie qu'elle contrôle pas. Ça aurait mérité d'être des espèces d'intrigues intermédiaires de milieu de tome où le truc principal aurait été l'histoire avec Kiran, je trouve en fait. Ces choses-là, on aurait pu les intercaler dans les deux histoires d'avant qui, elles, étaient intéressantes. Où ça aurait fait des petits chapitres un peu plus calmes, un peu anodins, sympas, et ça aurait pu faire une intrigue secondaire, entre guillemets, acceptable. Hein. Moi, Alysa, elle me dérange pas en soi, et on aurait pu, vraiment, l'intercaler avant.
Justement, ça rend l'histoire plus vivante, souvent quand il y a plusieurs problèmes, dont des trucs secondaires où on sait pas trop d'où ça vient. Mais là, toute une partie sur un truc où on sait pas d'où ça vient, on se dit que ça vient du grand méchant, donc on a l'impression que c'est une suite logique et que ça va vers un truc qui s'amplifie. Mais même pour le truc qui s'amplifie, ça a l'air pourri et bizarre. Et puis en fin de compte, vu que ça se termine de manière abrupte, sans combat, sans rien, on nous dit juste voilà, il a été arrêté. Ok. Je sais bien qu'en réalité, rarement une fille de 17 ans va aller arrêter Hitler elle-même, et que y a des grandes chances que ça se termine en mode j'ai juste appris qu'il avait été arrêté. Mais dans ces cas-là, il fallait pas qu'on ait son point de vue à elle, il fallait qu'on ait le point de vue des gens qui allaient l'arrêter, et qu'il se passe aussi des combats ou des trucs intéressants. En fin de compte, quand on raconte une histoire, on choisit le héros en fonction de ce qui est intéressant à raconter. On prend pas une personne random dont on raconte juste l'histoire, sinon c'est pas intéressant. Réellement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, si vous trouvez que c'est bien, que c'est conceptuel de mettre la vie d'une personne random. Alors je dis pas que Morgane est random, évidemment, on n'arrête pas de nous dire à quel point elle est puissante. Rien que dans le fait qu'elle soit la fille de Hitler, forcément c'est intéressant. Mais putain, là elle fout rien, elle a des problèmes de merde. Est-ce qu'on était obligé de voir ce passage-là? En plus là, comme c'est la troisième moitié, je vous dis, si ça avait été comme ces livres sont réunis par 3, ça aurait été la première ou la deuxième moitié d'un truc réuni par 3, ça aurait pas été choquant. Mais là, comme c'est la troisième, on est dans 2 trucs où il y a une montée, il y a de plus en plus d'action, c'est de plus en plus épique, il y a plein de pouvoirs, il y a plein de trucs. Puis pouf, dans le troisième, on est dans un espèce de machin où on attend, où il se passe rien. Je trouve ça vraiment dommage. En tout cas, voilà, j'ai dit vraiment dans le détail ce que j'en pensais. Je vais probablement continuer de relire cette saga, même si on a passé mon passage préféré, donc j'ai beaucoup moins hâte de lire la suite. Mais je vais continuer, je pense, de la lire quand je me sentirai pas très bien, ou voilà, parce que c'est un truc facile à lire et qui me rappelle des bons souvenirs. J'espère que ça aura fait plaisir à Myosotis que j'en parle, même si du coup j'ai un peu cassé le tome qu'elle avait préféré, et voilà, je me suis lâchée pour dire du bien de celui-là, alors que je pense pas qu'elle, ça lui ait fait trop plaisir. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle l'ait plus aimé que ça. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé quand même les suivants, et ce que vous avez aimé dedans. Moi, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et à la prochaine!